merci. Arrête de me cacher derrière. Bon, merci d'être venus nombreux aujourd'hui. Je vous rappelle que ce rassemblement est appelé pour la paix. Et je vais donc donner la parole d'abord aux premières organisations qui ont appelé au rassemblement. Et ensuite, les d'autres associations m'ont demandé à pouvoir prendre la parole et ce sera fait. Et c'est notre ami Régis Saffort qui va commencer pour l'association. C'est plus l'association républicaine des anciens combattants, maintenant c'est l'association républicaine pour la paix. Association républicaine pour la paix, on peut pas. Oui. C'est bon. Il ne va pas y arriver. Voilà, bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, c'est effectivement pour faire en sorte que nous puissions continuer notre combat pour la paix. Pour la paix, ces hommes des tranchées, qu'on appelait les poilus, ces hommes qui voulaient la paix, se sont battus pour la paix. Et la répression pour cela fut terriblement inhumaine. Entre 1914 et 1918, on découvre aujourd'hui qu'il y a eu, comme on disait à l'époque, 200 000 affaires de soldats impliqués pour les actions de la paix. 200 000 affaires, mais aussi 2500 condamnations à mort et 727 exécutions, selon aujourd'hui une estimation basse. Il est donc grand temps que ces héros soient pleinement réhabilités, ceux qu'on appelait les fusillés pour l'exemple. Ainsi que le disait un homme politique, Paul Vaillant-Couturier, la guerre de 14 et 18 fut un meurtre collectif, intelligemment organisé. Plus d'un siècle après l'armistice du 11 novembre, est-ce que nous devons oublier ce message? Non, car jamais les guerres n'ont été aussi nombreuses à travers le monde. Les dépenses militaires, pour leur part, atteignent des sommets vertigineux. On parle de 2500 milliards ou 3500 milliards de dollars, on ne sait plus quels sont les chiffres aujourd'hui, tellement ils sont énormes, détournant ces ressources qui devraient être consacrées au progrès social, autant d'argent en moins que soit effectivement rempli les missions pour la santé, les retraites, l'éducation, les services publics. C'est un débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors que nous célébrons le 80e anniversaire de la victoire contre les armées nazies et le régime fasciste, doit-on se préparer à un autre meurtre collectif, nucléaire celui-là, hélas, impensable. Et pourtant, le gouvernement français prévoit encore une augmentation de 7,5 milliards d'euros de budget pour les armées en 2026. Parallèlement, la militarisation de la jeunesse se poursuit. Et on a pu voir ce matin dans les manifestations ou les cérémonies qui ont eu lieu en l'honneur du 11 novembre, que effectivement les jeunes sont impliqués dans la militarisation, et on a vu ça à Bordeaux. Le service national universel cède la place au service militaire volontaire, dont l'objectif avoué, selon le projet de la loi de finances, est d'attirer les jeunes, et les moins diplômés surtout. C'est une instrumentalisation sociale inacceptable de la chair à canon. La préparation à la guerre s'inscrit désormais dans une vaste propagande orchestrée par le complexe militaro-industriel et la droite avec son extrême. Et nous, on est bien servis ici en Gironde sur le complexe militaro-industriel. Des soldats français participent aujourd'hui déjà à des opérations militaires sous l'égide de l'OTAN à l'est de l'Europe, rendant peu à peu crédible, selon eux, pour l'opinion publique, l'idée d'un nouveau conflit de haute intensité comme il en existe partout sur la planète et pas moins de 40. Or, l'OTAN reste une organisation contraire au droit international et à la Charte des Nations Unies. Il est temps d'en sortir, de demander sa dissolution et que l'ONU déclare fermement l'OTAN comme organisation illégale. Tout cela afin de mettre fin aux opérations militaires extérieures, avatars successifs de l'impérialisme français et des capitales et des 200 familles. Nous disons donc non à la militarisation des esprits, non à la militarisation du pays et non bien sûr à l'économie de guerre. Restons fidèles à ces mots de Paul Vaillant-Couturier. L'intelligence défend la paix, l'intelligence a horreur de la guerre.
Il est temps de rompre avec la logique guerrière et de construire une société fondée sur l'économie de paix, la solidarité et la coopération entre les peuples. Alors seulement nous pourrons ensemble faire vivre pleinement cet engagement, ensemble construisant la paix. Ne laissons pas se reproduire, surtout pas reproduire l'histoire. Dans les années 30, souvenons-nous, avec le refus des 200 familles de répondre aux besoins du peuple dans ses revendications les plus primaires, il y a eu la montée du fascisme et le réarmement partout en Europe et notamment en Allemagne comme c'est le cas aujourd'hui. Hélas, après, dans les années 30, on connaît la suite, c'est-à-dire la guerre avec 60 millions de morts et ses drames. Et aujourd'hui, le grand capital utilise le RN et son extrême droite et est toujours adepte, plutôt Hitler que le Front populaire, de la même manière que dans les années 30, il y avait la montée du fascisme. Restons fidèles donc à nos valeurs pour la paix, la mémoire et la solidarité, et que maudite soit la guerre. Bon, moi j'interviens au nom de l'Union pacifiste. Cette année, je n'ai pas écrit de texte. Mais je vais vous lire un texte qui a été fait par un des fondateurs de l'Union pacifiste et qui est dans un petit livre que je vous conseille, Abolir l'armée. C'est de l'Union pacifiste et c'est aux éditions du Monde libertaire. Donc ça va parler d'un détail de l'histoire, comme disait l'autre. Et vous verrez, c'est un détail qui est aussi important que l'autre détail. Il s'agit du bassin de Briey. Les mines de fer du bassin de Briey-Thionville se trouvent à cheval sur les frontières du Luxembourg, de la France et de l'Allemagne. La famille franco-allemande de Wendel en est propriétaire. Ce bassin était d'une importance capitale pour le déroulement de la guerre 14-18. Poincaré avait écrit « L'occupation du bassin de Briey par les Allemands serait rien moins qu'un désastre puisqu'elle mettrait entre leurs mains d'incomparables richesses métallurgiques et minières dont l'utilité peut être immense pour celui des belligérants qui les détiendra. » Or, il se passa un fait extraordinaire. Dès le 6 août 1914, le bassin fut occupé par les Allemands sans aucune résistance. Plus extraordinaire encore, le général de division Martial Justin Verot, chargé de la défense de cette région, révéla par la suite que sa consigne lui prescrivait formellement d'abandonner Briey sans combat. La vérité, comme longtemps après, c'était qu'une entente avait été passée entre certains membres de l'état-major et des munitionnaires français pour laisser le bassin aux mains des Allemands afin que la guerre se prolonge. Les Allemands n'auraient pu la poursuivre sans ce minerai de fer et les bénéfices des marchands de canons ne se seraient pas accrus. Mais cette histoire, combien édifiante et ignorée des manuels patriotiques, n'est pas terminée. Pendant tout le conflit, il n'y eut pas une seule offensive française contre Briey. Ce n'était pourtant pas faute d'avertissement. En effet, en pleine guerre, le directeur des mines envoyait la note suivante au sénateur de la Guadeloupe, Henri Béranger. Si la région de Thionville-Briey était occupée par nos troupes, l'Allemagne serait réduite aux quelques 7 millions de tonnes de minerais pauvres qu'elle tire de la Prusse et de divers autres États. Toutes ces fabrications seraient arrêtées. Il semble donc qu'on puisse affirmer que l'occupation de la région de Thionville mettrait immédiatement fin à la guerre parce qu'elle priverait l'Allemagne de la presque totalité du métal qui lui est nécessaire pour ses armements. L'état-major français et le président de la République furent abondamment avertis de ces faits. Des dossiers complets sur cette affaire furent même fournis à Poincaré par le député Enguerrand. Poincaré refusa d'intervenir. L'état-major s'abstint volontairement de toute offensive du côté de Briey. À défaut d'offensive, de reprise du terrain, il aurait été possible de bombarder Briey pour rendre inutilisables les installations. Au contraire, des accords secrets furent passés entre les états-majors allemands et français
afin que les trains remplis de minerais se dirigeant vers l'Allemagne ne fussent en aucun cas bombardés. Accessoirement, bien entendu, ces mêmes chefs militaires avaient décidé de ne pas détruire leurs quartiers généraux respectifs. Ces deux bandes de gangsters étaient régulières. Des aviateurs français, néanmoins, désobéirent aux ordres reçus et lancèrent quelques bombes sur les installations de Briey. Ils furent sévèrement punis. Par quel intermédiaire les directives secrètes d'interdiction de bombarder avaient-elles pu être données? Un certain lieutenant Lejeune, tout-puissant, quoique simple officier subalterne, qui dans le civil avant la guerre était ingénieur attaché aux mines de Jeuf et employé par le président du comité des forges François de Wendel, représentant la 10e génération, sénateur puis régent de la Banque de France, faisait la transmission. Jean Galtier-Boissière écrivait dans l'Histoire de la guerre de 14-18. Pour ne pas léser de très puissants intérêts privés et pour éviter d'enfreindre les accords secrets entre métallurgistes allemands et français, on a sacrifié dans des entreprises militaires inefficaces des centaines de milliers de vies humaines, sauf sur un point, Briey-Thionville, dont durant 4 années l'Allemagne, en toute tranquillité, a tiré les moyens de continuer la lutte. Au moins, la famille franco-allemande de Wendel faisait de très gros bénéfices. Ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup de la collusion entre des munitionnaires et des gouvernements des pays en guerre. Puis cela fait réfléchir ceux que ces mêmes munitionnaires et gouvernants poussent au combat au sein de la patrie en danger et de la légitime défense. Cela a été écrit avant 1974, qui est la date du décès de Jean Gauchon, un des fondateurs de l'Union pacifiste. Et comme vous le savez, je vais toujours chanter un peu. Je vais vous chanter une Marseillaise. De l'universelle patrie puisse venir le jour rêvé, de la paix chérie, le rameau sauveur élevé, le rameau sauveur élevé. On entendra vers les frontières les peuples se tendant les bras, crier il n'est plus de soldats, soyons unis, nous sommes frères. Plus d'armes, citoyens, rompez vos bataillons, chantez, chantons, et que la paix féconde nos sillons. Ce texte a écrit par Paul Robin, un grand éducateur libertaire de la fin du 19e siècle et qui a notamment fait chanter ça aux élèves de son internat de Saint-Puy qu'il dirigeait. Bien, chers amis, chers camarades, notre rassemblement avait pour titre « Pas un centime, pas une arme, pas une roue pour la guerre ». Et je vous apporte le salut fraternel de la Fédération nationale de la libre pensée. Nous assistons à l'échelle internationale à la marche à la guerre qui s'exprime déjà pleinement dans la course aux armements. Une augmentation de 9,4% à un an amène le budget total des armées du monde entier en 2024 à la somme exorbitante de 2718 milliards de dollars. L'argent public coule à flot. L'OTAN demande à chacun de ses membres de consacrer à l'armée non plus 2%, mais 5% de son produit intérieur brut d'ici 2035. Or, 9 pays dépassent déjà ce seuil, en particulier Israël avec 8,8%, l'Ukraine avec 34,5%, Poutine, Trump, la Chine, eux, agitent la menace de guerre nucléaire. C'est la folie meurtrière des dirigeants de ce monde. Quant au gouvernement français, prêt à sacrifier la santé des malades et des handicapés
en diminuant leurs droits et en taxant leurs soins, ils n'hésitent pas un instant pour augmenter cette année le budget militaire de près de 7 milliards d'euros, soit 13%. Je voudrais vous rappeler qu'en 2003, le budget des armées était de 14 milliards en France. À l'arrivée de Macron en 2017, il était déjà à 32,7 milliards. Il est passé à 50 milliards et demi cette année. Et l'objectif du gouvernement Lecornu est de le porter à 57 milliards l'an prochain. Soit près de 100% d'augmentation en moins de 10 ans et plus de 300% en 20 ans. N'oublions pas le cynisme des hommes politiques, puisque ce même Lecornu, quand il était ministre de la Défense, se réjouissait de la guerre en Ukraine. Je vous le cite, « Il faut reconnaître que la guerre en Ukraine est une opportunité pour l'industrie d'armement française. » C'est sa citation. Fin de citation. Le commerce des armes se porte bien, avec les USA au premier rang et la France au deuxième pour les exportations. Les importations dans les États européens ont doublé en 10 ans et les USA sont le principal fournisseur des États de l'Union européenne, 64%. À la recherche d'économie, le gouvernement trouverait évidemment scandaleux de rogner les bénéfices de Thales ou de Dassault, soit environ 1 milliard par an, et de rogner d'ailleurs les bénéfices de tous les milliardaires. Mais cette orientation de guerre qui ne dit pas son nom, c'est aussi la guerre sociale. Ce sont aussi des choix pour la vie de ce pays. Alors je vous donnerai un seul exemple. Le prix d'un Canadair, c'est 50 millions d'euros. Le prix d'un Rafale, c'est 200 millions d'euros, 4 fois plus. Eh bien, nous avons en France 234 Rafales et 12 Canadair dont tous ne sont pas en état de voler. Donc je vous laisse faire les calculs. Ils veulent mettre le feu à la planète, mais ils ne veulent surtout pas éteindre les feux de nos forêts. Les belligérants jouent parfois les timides, parce que Poutine, vous le savez, lui ne fait pas la guerre, mais une opération militaire spéciale. On peut se souvenir que déjà pendant la guerre d'Algérie, le gouvernement menait seulement des opérations de maintien de l'ordre et que le mot de guerre était banni. Quant au Premier ministre Lecornu, le moine soldat, il jure aussi grand Dieu que la France n'a pas fourni d'armes à Israël, alors qu'il est clairement documenté qu'il y en a pour plus de 20 millions par an, 20 millions d'euros, des grenades, des torpilles et des composants pour les lance-roquettes. Ça veut dire que les Gazaouis prennent sur la tête des armes grâce au commerce de l'armement français. Alors il faut le savoir, un autre chiffre, les dépenses militaires coûtent 973 $ à chaque Français, 1026 à chaque Russe, 1728 à chaque Ukrainien et 4989 $ à chaque Israélien. Alors chers amis, chers camarades, quel est le résultat de ces énormes dépenses? Eh bien c'est la mort de centaines de milliers d'Ukrainiens et de Russes, le génocide en Palestine où les victimes sont pour 80% des femmes et des enfants, en Palestine où Tsahal assassine, à Gaza avec les armes que Macron continue à lui livrer. Le résultat, c'est l'appauvrissement des pays en guerre. Gaza est ruiné et dévasté. Gaza qui avait le taux d'alphabétisation et d'éducation parmi les plus élevés du monde avec 97% et 95%. Gaza voit aujourd'hui ses écoles détruites à 80% et 600 000 enfants privés d'éducation depuis 2 ans. Même Israël est à la recherche de main-d'œuvre après le départ de 250 000 travailleurs étrangers et le rejet de 150 000 Palestiniens qui ne peuvent plus travailler. 150 000 Israéliens ont quitté le pays depuis le début du conflit et 21% de la population d'Israël est sous le seuil de pauvreté, soit plus de 2 millions d'Israéliens. S'il n'était pas sous la perfusion de l'impérialisme américain, l'État sioniste s'effondrerait. L'Ukraine, en ce qui le concerne, a perdu 2 millions d'habitants, soit environ 25% de sa population depuis le début de la guerre. Plus d'1 million de Russes ont fui leur pays, dont 150 000 informaticiens, et beaucoup de jeunes ont déserté pour éviter d'être enrôlés. Le résultat, c'est aussi la répression contre toute voix discordante. Dans les pays en guerre, en Ukraine, par exemple, on rafle les hommes dans les rues pour les envoyer au combat. En Russie, la multiplication des sanctions ne règle rien dans une armée où en 4 ans de paix, entre 1986 et 90, il y avait déjà eu plus de morts qu'en 9 ans de guerre en Afghanistan. Et les arrestations arbitraires s'abattent sur tous ceux qui osent résister. Notre association internationale de la libre pensée en octobre 2025 a pris position pour la libération de tous les prisonniers politiques en Russie et en particulier elle demande, avec 3000 mathématiciens de 15 pays, la libération du militant anarchiste Azat Miftakov. En Israël, les prisonniers politiques palestiniens s'entassent par milliers dans des prisons où, sans jugement, ils sont victimes de tortures, parfois jusqu'à la mort.
Dans les autres pays, les gouvernements tentent d'empêcher les manifestations contre la guerre de soutien aux Palestiniens. Quand ils n'y parviennent pas, ils multiplient les accusations d'antisémitisme, de terrorisme, alors que ce sont les crimes dont ils sont eux-mêmes complices. Un militant que nous avons connu que nous connaissons vient d'ailleurs d'en faire les frais en Gironde. Les médias aux ordres s'agitent par exemple pour un incident mineur à la Philharmonique lors d'un concert officiel, enfin de l'orchestre officiel israélien, de l'État génocidaire d'Israélien, mais il y a aussi l'incident au Collège de France où on interdit un colloque sur l'histoire de la Palestine, mais en même temps il y a un colloque au Sénat de soutien au sionisme qui est organisé avec de l'argent public. Pour mener à bien cette politique de guerre, mais notre ami Régis en a parlé, il faut militariser la société. Le gouvernement il a subi un échec pour le service national universel, qui a fait long feu. Mais il persévère dans sa volonté d'embrigadement, donc il encourage le recrutement de milliers de réservistes, et d'autre part il a l'ambition de rendre l'armée présente dans l'école, en instituant des cours de culture citoyenne et de défense, avec épreuves divers examens, et les classes de défense se multiplient. Il y en a déjà une dizaine dans notre département, une soixantaine en Aquitaine. Chers amis, chers camarades, le manifeste de Kiental, manifeste des pacifistes en 1916 proclamé, je cite, « La guerre n'a jamais tué la guerre, au contraire, la guerre prépare la guerre, la violence appelle la violence. » C'est pourquoi nous saluons tous ceux qui, d'un continent à l'autre, manifestent pour la paix. Nous saluons les comités des maires de soldats en Russie comme en Ukraine. Nous saluons les milliers de Russes et d'Ukrainiens qui ont choisi de déserter, ainsi que les Israéliens qui refusent de porter les armes. Nous saluons les milliers de citoyens venus de nombreux pays qui, comme ceux des flotilles de la liberté, ont cherché à briser le blocus de Gaza. Nous saluons le meeting qui s'est tenu le 5 octobre à Paris où 4000 militants venus de 18 pays d'Europe, des États-Unis et de Palestine ont proclamé ensemble leur volonté de lutter pour la paix. Conscient que l'écrasement du peuple palestinien représente l'avenir que l'impérialisme et ses gouvernements réservent à l'ensemble de l'humanité, nous avons applaudi l'intervention commune d'une syndicaliste palestinienne, et d'une juive israélienne qui réclamait la liberté et la fraternité, en présence de Stephen Kapos, survivant de l'Holocauste, qui, à 88 ans, avait tenu à participer à ce meeting. Nous avons acclamé l'intervention solidaire d'une jeune Russe et d'un Ukrainien, nous invitant à faire la paix par en bas, tout en soulignant que ce meeting de Paris était bien plus dangereux pour la dictature de Poutine que les bombes et les missiles. Et je veux citer à nouveau le manifeste de Kiental, « Peuple qu'on ruine et qu'on tue, debout contre la guerre, courage ! N'oubliez pas que, malgré tout, vous êtes encore le nombre et que vous pourriez être la force. Que dans tous les pays, les gouvernements sentent grandir en vous la haine de la guerre et la volonté de revanche sociale, et l'heure de la paix sera avancée. » Fidèles aux enseignements de la Grande Guerre qui vit se déchaîner une barbarie effroyable, prélude de tous les massacres à venir, nous rappelons notre volonté de réhabiliter les 639 fusillés pour l'exemple de la guerre de 14-18. Des contacts ont été repris pour que l'Assemblée nationale se ressaisisse de la proposition de loi qui avait été adoptée le 16 janvier 2022, proclamant la réhabilité collective des fusillés pour l'exemple. Mais cette proposition a été bloquée ensuite par la dissolution, d'abord par la majorité réactionnaire au Sénat, puis par la dissolution. La situation actuelle de grand désordre parlementaire due à Emmanuel Macron et à ses gouvernements, aidés par l'extrême droite et ceux qui sont en mal de postes ministériels, fait obstacle pour l'instant à cette initiative. Mais nous vous demandons à tous de vous tenir prêts à relancer cette bataille le moment venu. Chers camarades, chers amis, je vais conclure. Nous sommes aux côtés des millions de femmes et d'hommes qui manifestent dans le monde entier en solidarité avec le peuple palestinien, victime du génocide perpétré par l'État d'apartheid d'Israël. Ils manifestent en toute conscience que demain, ce sont eux qui pourraient devenir les victimes de l'impérialisme, de son économie fondée sur la guerre, de la destruction de l'humanité et l'extermination de peuples entiers. Que ce soit au Yémen ou en Grande-Bretagne ou tout récemment en Italie, où viennent de se produire des grèves générales et des manifestations gigantesques de soutien aux Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, des manifestations de solidarité avec les flottilles kidnappées par l'armée israélienne, les populations travailleuses et la jeunesse n'oublient pas les autres guerres menées par l'impérialisme. Non au budget de guerre, non à l'envoi des armes à Israël, stop à la colonisation de la Palestine, stop à la militarisation des sociétés, cessez le feu. Oui, le refus de la guerre et l'exigence de la paix sont la perspective d'un monde meilleur, débarrassé de l'oppression, de l'exploitation, de la misère, du militarisme et de la guerre. Ni bien ni maître, à bas la calotte et vive la sociale. Ouais.
Bonjour tout le monde. J'interviens au nom du collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, plus particulièrement pour Palestine 33 et le MRAP 33. Je voudrais par cette intervention réhabiliter quelque chose qu'on essaye d'évacuer, c'est l'histoire. Qu'est-ce que c'est que la commémoration du 11 novembre? C'est la victoire d'un impérialisme sur un autre impérialisme, qu'on a présenté comme étant du patriotisme. Cette victoire d'un impérialisme, le nôtre, celui de la France et de l'Angleterre, celui de la France et de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, a entraîné, de par sa volonté de diviser et de prendre sa part dans la destruction de l'Empire ottoman, notamment par les accords Sykes-Picot, c'est-à-dire la délimitation de nouvelles frontières, notamment en ce qui concerne la Palestine, et ensuite avec la lettre de Balfour qui impose la présence de sionistes en Palestine. C'est de cette période-là que tous les ennuis actuels, toutes les guerres, tous les massacres sont la conséquence. 1917 est donc à l'origine de ce qui se passe à l'heure actuelle au Moyen-Orient. Et je voudrais faire remarquer que cette organisation de la colonisation, en fait, on pourrait l'interpréter comme étant une vengeance de l'échec des croisades à la fin du Moyen-Âge. Cette nécessité de l'histoire, elle est nécessaire parce qu'à l'heure actuelle, tout est fait pour la faire oublier. Je vois devant moi notamment ce colloque qui est prévu la semaine prochaine à Bordeaux, qui s'appelle Nécessité de l'histoire, qui s'appelle Impératif de la paix entre Israéliens et Palestiniens, qui veut faire la paix entre Israéliens et Palestiniens sous prétexte de faire le silence sur ce qui se passait avant le 7 octobre, silence sur la Nakba, silence sur le fait qu'Israël parlait de tondre le gazon tous les 2 ans à Gaza et parlait justement de ce qui se passe en Cisjordanie. Actuellement, l'impératif de la paix, en fait, ce qui va être discuté, c'est le refus de l'histoire, la nécessité pour eux de mettre les colonisés et le colonisateur sur la même échelle, le refus de reconnaître l'apartheid et le refus de reconnaître le génocide. Et je le mets en contradiction avec ce qui a été cité tout à l'heure, l'interdiction de colloque au Collège de France sur la Palestine à la demande de la LICRA. Il faut savoir que ce colloque sur la Palestine, c'est un colloque qui a été fait sur l'histoire par des spécialistes scientifiques, avec aussi des témoins, comme les témoins de l'ONU, comme Al-Bared, comme Villepin. Et je demande justement qu'on proteste par des signatures, par des pétitions qui reprochent au Collège de France de faire du Trumpiste sans Trump, avec l'accord à la demande de la LICRA, comme je l'ai dit, et avec l'accord du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette volonté ministérielle et du gouvernement contre la lutte justement du peuple palestinien se retrouve localement notamment dans l'interpellation de David, d'éducation avec frontières, d'éducation pour la Palestine, alors que sous prétexte d'une protestation qui a été faite, le moment où Israël se bombardait et prenait justement en otage les combattants de la flottille. Je mettrai aussi sur le même plan l'autorisation qui a été faite de permettre
à l'orchestre d'Israël, qui est dirigé par un génocidaire qui reconnaît ses liens étroits avec Netanyahou, alors que la Philharmonie de Paris avait refusé l'orchestre des exécutions de l'orchestre de Moscou. Donc on veut vraiment rencontrer un pour le génocide et l'autre régulier contre l'agression. Je finis donc en concluant que nous devons continuer et nous devons nous battre pour nos libertés, car elles sont actuellement en danger, notamment en France, par rapport à ce qui se passe en Palestine et en même temps donc par rapport à la paix en général. Merci. Bon, je vais donner la parole à Vincent Mouvin, adjoint à la mairie de Bordeaux. Je ne vais pas être long, juste pour vous dire trois choses et surtout nous projeter dans les actions à venir. Plusieurs interventions ont montré qu'il fallait qu'on reste mobilisé, notamment sur les questions internationales. Juste pour vous dire, pour ceux qui ne savent pas, que la ville de Bordeaux a rallié récemment l'association des villes d'Europe qui se mobilisent pour le traité international d'interdiction des armes nucléaires. Il y a peu de villes en Gironde, il y a la ville de Bègles, mais il y a également la ville de Bordeaux depuis 2-3 ans. Qu'un monument de la paix peu connu existe sur les berges de Garonne et plusieurs associations pacifistes organisent régulièrement la commémoration d'Hiroshima le 5 et 6 août chaque année, donc sur les berges du lac, un monument que la ville de Bordeaux a remis en valeur récemment. Et je vous annonce que le 20 novembre, journée internationale des droits de l'enfant, à mon initiative, une classe de l'école du Paty, dans le quartier de Chartrons-Nord, va planter un arbre de la paix. Pas n'importe quel arbre, c'est un ginkgo biloba, vous imaginez bien, la seule essence qui a résisté au bombardement nucléaire. Et ce ginkgo biloba est particulier puisque la graine de ce ginkgo a été offerte par le maire d'Hiroshima. Alors non pas à moi, mais à un ami à moi qui est maire d'une petite ville qui fait partie des réseaux des villes françaises pour la paix. Cette ville du Gers s'appelle Lasserand. Le maire sera présent jeudi prochain, puisqu'il m'a offert ce petit arbre en symbole de la mémoire et surtout de la jeunesse, pour que les jeunes s'acculturent sur la nécessité d'être vigilants sur les questions de la paix. Donc je vous invite tous, c'est une initiative publique de plantation d'un arbre pour la paix, jeudi 20 novembre, dans le jardin de ta sœur, rue du Paty. Jardin de ta sœur, rue du Paty, jeudi 20 novembre, et je termine par cette annonce de calendrier. Je vous remercie. Je vais en parler, oui. Alors, vas-y. Voilà, j'ai oublié de dire qu'il y a une demande auprès de la ville de Bordeaux que sur la place Jean Jaurès, et bravo d'avoir fait cette initiative et merci, parce que Jean Jaurès, il était le créateur de l'humanité, et le 18 juillet de 1922, juste après l'horreur de la Première Guerre mondiale, Anatole France a eu l'occasion, grâce à l'humanité, de publier sa lettre dans laquelle il dit « On ne meurt pas pour la patrie, mais on meurt pour les industriels ». C'était une lettre très forte qui a permis de monter le degré idéologique. Et donc, effectivement, sur cette place, comme dans d'autres places qui portent des noms de personnes engagées sur les valeurs, la politique aujourd'hui de la ville, c'est de mettre des plaques explicatives. Et donc, c'est un projet qui va évidemment être mis en place ici sur la place Jean Jaurès. Merci de l'avoir appelé. Je dois reprendre contact avec les services de la ville de Bordeaux dans les jours qui viennent pour décider. Enfin, le texte est décidé. Maintenant, il faut voir la réalisation de la plaque et son inauguration. Après, c'est la mairie qui décidera. Voilà. Je donne la place à Marlène Fernandez pour l'union départementale de la CGT Force ouvrière. Merci Christian. L'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Gironde remercie la Libre Pensée, l'ARAC, ainsi que l'Union pacifiste de France, d'initier chaque année ce rassemblement et de nous inviter à nous y associer. En effet, fidèle à la tradition pacifiste et internationaliste du mouvement syndical, l'Union départementale FO est présente
comme elle a été présente avec une délégation de 30 camarades au meeting contre la guerre à Paris le 5 octobre dernier, pour dire pas un sou, pas une arme, pas une vie pour la guerre. Meeting qui a regroupé plus de 4000 militants syndicalistes, politiques ou associatifs, venus de toute la France, autour d'intervenants venus de toute l'Europe ou des États-Unis, avec la participation des camarades de DSA, dont le candidat Zoran Mamdani a été élu il y a quelques jours maire de New York sur la base d'un élan populaire contre la guerre et pour les services publics. La priorité donnée à la guerre dans les choix gouvernementaux Macron-Lecornu n'est plus à démontrer. Des maternités fermées, aux EHPAD abandonnés, en passant par l'école, l'assurance chômage, la retraite, la sécurité sociale, la santé, ce sont l'ensemble des pans qui structurent la classe ouvrière qui sont attaqués au bénéfice du capital, où des centaines de milliards d'euros de fonds publics viennent alimenter les dividendes et les industriels de l'armement. Pour la première fois, le budget de l'armée augmente de 7 milliards d'euros et dépasse celui de l'éducation nationale. L'UDFO 33 ne cautionnera pas les tractations politiciennes visant à imposer ce budget de guerre. L'UDFO 33 réitère ses revendications. Retrait du budget Macron-Lecornu, augmentation des salaires, renforcement des services publics, maintien de toutes les protections sociales, abrogation de la réforme des retraites Macron-Borne, pas de retraite par points ou par capitalisation. Personne n'ignore que le décalage de la réforme non seulement valide la loi sur les retraites de 2023, mais s'accompagne de nouvelles mesures austéritaires, en particulier sur le dos des retraités. Dès lors, l'Union départementale FO 33 invite ses syndicats à se réunir pour discuter des initiatives immédiates à prendre pour bloquer cette folie destructrice, pour obtenir satisfaction sur les revendications et répondra à toutes les initiatives visant à concourir à la paix en proposant d'envoyer une délégation à la manifestation nationale pour la Palestine à Paris le 29 novembre et au meeting de Londres le 20 juin 2026 initié par la coalition Stop the War. L'urgence absolue est de rassembler et de coordonner à l'échelle internationale toutes les forces, toutes les organisations qui se mobilisent contre la guerre, contre leur gouvernement fauteur de guerre, comme l'a fait le secrétaire général de la CGT-FO, Frédéric Souillot, dans une lettre à l'attention du président Macron. Pour FO, des engagements concrets doivent être pris. Les horreurs doivent cesser. Aucun chemin vers la paix ne peut s'ouvrir tant que continueront des bombardements et le blocus de Gaza. Cette situation de guerre, de bombardement, de famine organisée dépasse toutes les limites de l'entendement et de l'humanité. Nous avons condamné cette situation à maintes reprises, appelé au cessez-le-feu, au retour à la paix. Aussi, je vous demande, Monsieur le Président de la République, d'une part de mettre en place un véritable corridor humanitaire sous l'égide des Nations Unies pour que les populations cessent de mourir de faim ou par manque de soins. D'autre part, la France doit procéder à une rupture des relations diplomatiques avec Benjamin Netanyahou et son gouvernement qui poursuit inlassablement son objectif de destruction de Gaza et des populations palestiniennes. Non à la guerre et aux fauteurs de guerre, cessez le feu en Palestine, en Ukraine comme partout dans le monde, non à la répression de ceux qui s'opposent aux guerres et au génocide. Bonjour. Merci pour l'organisation de ce rassemblement. Je vais intervenir au nom de la Fédération anarchiste, du Cercle libertaire Jean Barouet et de l'émission HNRA tous les premiers lundis de chaque mois sur la Clé des Ondes. Une botte piétinant un visage humain éternellement. C'est ainsi que George Orwell, dans 1984, invite à imaginer l'avenir. Cette botte, pour l'instant, on en est au stade du cirage, pour la rendre acceptable. La guerre est à nos portes. Armons-nous et partez. C'est un peu ce qu'on entend sur les médias capitalistes à longueur d'antenne et de temps. Dans un monde bouleversé par la troupe de présidents dictateurs qui jouent à loupe touche-touche, les discours changent et vite. Ces tyrans sont même parfois présentés en modèle de réussite dans les colonnes des journaux d'extrême droite, d'extrême centre, qui envient leur poignée de fer
débarrassés pour des bandes devenus collectivités spéciales ou pays indépendants afin de faire prévaloir les décisions des relais de com du patronat qui nous gouverne. Anatole France, avec un blaze pareil, difficile de l'accuser de traîtrise, non? Parlait de l'armée comme de l'école du crime, et il disait aussi, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels, ça n'a jamais été aussi vrai. Dorénavant, les pubs, les vidéos TikTok, les projets de services militaires réinventés, les bidas en opération séduction dans les écoles, ça permet de rendre tendance l'ordre, la patrie, l'obéissance. Avec à l'arrivée un pays qui se tient sage. À présent, le pacifisme pour les télés des milliardaires, c'est un truc de boomer babacool. Aurait-il ringardisé la paix? C'est une urgence pour nous anarchistes de rappeler que l'armée est une institution dont le but est de faire s'entretuer les travailleurs pour servir des intérêts privés. Il nous faut réaffirmer que c'est le dernier rempart de la bourgeoisie contre les soulèvements sociaux et les aspirations populaires, que les rêves humides du monde kaki de la bourgeoisie sont à l'opposé de ce que les anarchistes prônent pour l'émancipation des femmes et des hommes, avec au contraire l'obéissance aveugle pour habitude, la soumission pour éthique et l'aliénation pour cadre de vie. Tout ça ne peut produire qu'une planète ravagée par la faucheuse, mais calibrée sur mesure au service des puissants. L'armée bourrée des peuples de tout temps en tout monde. Pour arrêter les guerres et éviter les catastrophes globales, l'urgence pacifiste et antimilitariste exige de faire campagne pour le démantèlement de toutes les infrastructures militaires. Les infrastructures militaires multinationales et les arsenaux nucléaires dans le monde. Le soutien à tous les désacteurs, réfusniques, travailleurs et travailleuses, paysans et paysannes, féministes, militants antipatriarcaux, antiracistes, à tous celles et ceux qui refusent de prendre les armes contre d'autres dont le sort tort est d'être nés sous un autre drapeau. Œuvrez pour le boycott et le sabotage de la production de guerre. Je voulais rajouter que nous étions samedi dernier à un rassemblement des camarades du Soudan de la région. Les forces réactionnaires massacrent la population du Soudan. Les forces de soutien rapide ont commis un nouveau massacre à Kordofan du Nord, au État du Soudan. Elles ont tué des centaines de personnes, brûlé des maisons et pillé des biens de la population. Rien que dans la ville de El Fasher, plus de 2000 citoyennes et citoyens ont été tués. Cette force paramilitaire, sous le commandement du service de renseignement général soudanais, a encerclé El Fasher pendant 18 mois pour briser la résistance populaire. Nourriture, médicaments et tout autre moyen de survie ont ainsi été coupés à plus d'1,2 million habitants. Selon la communauté groupe anarchiste du Soudan daté du 1er novembre 2025, 4 compagnons anarchistes sont tombés à El Fasher en défendant la ville. Leurs noms sont Faisal Adam Ali, Radouan Abdel Jaker dit Karaba, Abdel Kibir Moussa, Abdel Gafar Al-Tahir dit Al-Sini. Contrairement à ce que proposent les médias mainstream, cette guerre est le fait des bandes militaro-capitalistes poussées sur le devant de la scène pour briser le mouvement de masse de 2019 aspirant à la liberté et à la justice sociale. Ces bandes armées ont déjà tué de plus de 150 000 personnes et forcé 12 millions d'habitants d'autres à l'exil. Les puissances impérialistes et leurs alliés régionaux, qu'il s'agisse des États-Unis, de l'Union européenne ou des pétromonarchies du Golfe, soutiennent ces bandes guerrières du Soudan. Le rôle des Émirats arabes unis dans le soutien aux forces de soutien rapide afin de transférer l'or du Soudan vers les marchés de ce pays est indéniable. La République islamique d'Iran, la Russie et l'Ukraine ont également joué un rôle néfaste dans cette guerre. La Fédération anarchiste condamne, dans les termes les plus fermes, le massacre de la population soudanaise et joint sa voix aux compagnons et compagnes anarchistes du Soudan qui demandent de lutter contre cette guerre. Je voudrais juste dire un mot sur l'objet de cette guerre. Nous étions il y a 15 jours au Liban, où les gens comptaient pour leurs achats quotidiens en millions de livres libanaises. Ils ne comptaient plus. Chaque fois qu'ils avaient leur salaire, ils le retiraient de la banque. Même les dollars n'étaient plus une valeur refuge. Ils investissaient dans les bateaux d'or. Et donc ce sont des nouvelles sources de guerre. On a eu les guerres pour le pétrole, on a les guerres pour l'eau, on a les guerres pour l'or. Ce sont des guerres, méfions-nous de ces déséquilibres qui sont créés par Trump, qui dévalorise l'ensemble des monnaies. Et aujourd'hui, il y a des guerres pour les ressources. Les accaparateurs, ceux qui veulent l'extractivisme, détruisent et entament la guerre partout dans le monde.
Nous voulons donc un autre monde. Enfin, je dirais juste pour conclure, pour revenir ici localement, un collectif se bat contre les ventes d'armes. Il y a une pétition pour demander à l'Union, à la Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine d'arrêter de subventionner les entreprises qui vendent ces armes. Et elles sont nombreuses dans notre région et dans nos localités. Signez la pétition qui demande la Nouvelle-Aquitaine doit cesser d'armer Israël. Merci. Alors, je vais donner la parole pour terminer à Sakina Arnaud. Je voulais simplement dire aux intervenants, la Fédération Libre Pensée prend un compte rendu dans son prochain bulletin qui va sortir à la fin du mois. Alors si vous voulez avoir une trace de votre intervention, merci de nous envoyer le texte. Voilà, Sakina, tu as la parole. Merci infiniment. Il y a une semaine, nous étions au Liban aux côtés du résistant Georges Ibrahim Abdallah. En principe, le 25 octobre, nous étions à l'Almezan. Et là, nous avons fêté sa libération avec lui et nous en avons profité pour nous rendre auprès de toute la résistance libanaise et palestinienne. Et tu peux me le tenir? Donc là, différentes organisations, le FPLP, terroriste, le Fatah, terroriste, il n'y avait que des terroristes. La résistance libanaise, où effectivement on peut en penser ce qu'on veut, de Nasrallah, où il y avait 1,5 million de gens à son enterrement. Terroristes. Et toute la résistance palestinienne et libanaise est terroriste. Et les vrais terroristes, ils sont où? Ils sont en Israël. L'Irgun, l'Agana, CERN, toute cette Israël est né du terrorisme. Aujourd'hui, demander à la résistance de rendre les armes, c'est la mort du peuple palestinien. C'est la mort de la résistance palestinienne. Si Israël gagne sur Gaza, eh bien, demain, ce sera le Liban. Après-demain, ce sera la Jordanie. La Syrie, c'est déjà fait. Et ensuite, c'est partout qu'effectivement, Israël a semé le trouble et partout où il passe, plus rien ne repousse. Alors oui, effectivement, on peut dire quelle connerie la guerre. Mais enfin, la guerre, il faut la résistance. On ne doit pas désarmer la résistance. Merci. Bien, chers amis, chers camarades, merci à tous. Et adhérez à nos organisations et adhérez bien entendu à la Libre Pensée.